Chers amis de sarfatid.com, bienvenue pour cette toute première chronique juridique. Alors des questions, il y en a, nous en avons reçu énormément, je ne vous le cache pas, et sur sarfatid.com et sur Stivo, la légende, nous avons fait la synthèse de tout. Et j'atterris ce matin pour le petit-déj en compagnie de maître Galit Zamir, qui est en ma compagnie. Bonjour Galit. Bonjour Stivo. Alors Galit, diplômée de l'université de Natania, avocate spécialiste en droit immobilier, en droit des affaires et en droit du travail. Très bien. Alors, les Français droit des sociétés aussi. Droit des sociétés, les Français se posent beaucoup de questions. Ceux qui sont ici et ceux qui vont arriver. Ceux qui vont arriver, il y a aussi des investisseurs qui restent en France pour l'instant, mais je pense qu'ils vont tous arriver à un moment ou l'autre. Comme il y a une vague d'ALIA très très importante qui est en prévision, oui. Je suis venu aujourd'hui à toi pour te poser les questions que les gens se posent. Et ma première question sera un peu générale, à savoir quels sont en fait les désavantages et les risques pour les Olim Khadashim ou futurs Olim Khadashim lorsqu'ils arrivent en Israël. Donc ce qu'on conseille aux clients qui arrivent de l'étranger, des Olé Khadash, déjà c'est de se conseiller avec des gens qui sont compétents, qui connaissent la mentalité israélienne et la langue. Il y a beaucoup d'avocats en Israël, on ne va pas se le cacher. Non, il y a beaucoup. Il y a un avocat tous les 10 mètres, je crois qu'il y en a 1%, ce qui fait un nombre considérable d'avocats. Et on se demande toujours chez qui on va aller, donc on se renseigne chez les uns et puis chez les autres. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce qui vous démarque, vous, votre cabinet, ce cabinet, le tien, des autres cabinets francophones. Voilà. Alors, on est une équipe jeune, comme on peut le voir. On essaye d'être dynamique, d'être réactif, parce que c'est vrai, la réactivité, des fois, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu sous le stress et qui ont besoin des réponses immédiates. Je pense que c'est un côté un peu psychologique de les rassurer. Ils ont besoin d'une réponse assez rapidement. À quelle étape de l'ALIA, en fait, il est important d'être conseillé juridiquement pour tout ce qui est signature de location, contrat de travail, achat d'un appartement, succession ou même la création de société ou filiale? Alors, je vais te donner un exemple que moi, il me choque. Des fois, il y a des clients qui viennent après qu'ils ont signé une promesse ou une promesse de vente qu'ils ont signée. Je leur demande, est-ce que vous lisez ce papier? Ils disent non, je l'ai signé, j'ai eu confiance. Ils ont très confiance. Ils ont la confiance parce qu'ils pensent qu'on est en Israël et que tout est... Donc, je pense qu'à chaque moment, en fait, il faut traiter avec une personne, ou à moins qu'on lise l'hébreu, mais ce qui n'est pas le cas avec beaucoup de Khadash. C'est à chaque moment. Si c'est avant de contracter un contrat de bail de location, avant de signer un crédit en banque, il faut vérifier que les papiers quels sont les taux d'intérêt, etc. Quand on achète un appartement, quand on signe, et ça on voit beaucoup de personnes de l'Echadash qui commencent à travailler sans avoir de contrat de travail ou signer un contrat de travail sans savoir ce qui est écrit. C'est vrai qu'on nous fait signer beaucoup de choses, mais partout où on va ici, il y a des papiers. C'est incroyable, je pars à la banque, n'importe où, je crois que je vais avoir une pile de papiers, je vais tout emmener parce que je ne comprends rien du tout. Ça se trouve, j'ai un contrat sur ma tête, j'ai dû signer des choses incroyables, je ne suis au courant J'espère pas. de rien. Alors justement, je voudrais parler du droit locatif par exemple, puisqu'on l'a évoqué juste avant. Par rapport à la location, quand un Olé Khadash arrive ici, lorsqu'il prend une location en fait, quelles sont les lois actuelles pour se protéger au mieux? Alors en fait, il y a malheureusement sur la location, ce qui est différent de la France, ici le locataire peut rester en règle générale c'est 1 an et après malheureusement le taux de la location peut augmenter. Donc c'est un peu différent que la France, qu'on peut avoir un bail de 3 ans sans que ça augmente. Ici c'est pas le cas, mais on peut essayer sur le contrat de mettre des montants où ça peut augmenter chaque année. Disons 2%, chaque année ça peut augmenter la location. 2% c'est correct. À partir de quel pourcentage ça devient indécent? Après c'est un accord entre le locataire et le propriétaire. D'accord, si on nous annonce 10%, c'est que c'est carrément... Faut pas le signer. Pourquoi prendre un avocat pour cela? Est-ce qu'une agence immobilière ne suffit pas? Ça dépend. Je pense que ça dépend aussi de la personne, à quel point elle veut se protéger.
faut parler des agents immobiliers, leur travail qui est essentiel parce que sans ça, des fois, on ne peut pas trouver les mêmes appartements, les mêmes locations. Eux, leur travail, c'est de trouver l'emplacement, ça veut dire trouver l'appartement et faire la négociation entre le propriétaire et le locataire. D'accord ? Des termes commerciaux, ça veut dire le prix, quand le contrat commence, pour combien de temps, est-ce que ça va être 1 an, 2 ans, 3 ans. Tout ça, ça négocie, on peut le négocier avant. C'est sûr que du moment où la personne a signé, des fois on a des clients qui disent voilà, j'ai signé un contrat, maintenant on ne peut rien faire. Quand le contrat est signé, c'est trop tard. On peut appuyer sur des points avant que le contrat est signé. On peut exiger. Alors c'est vrai, après il faut être dur dans la négociation. Il faut dire voilà, moi je veux habiter ce bail pendant 3 ans. Je veux que tous les ans, parce qu'en règle générale ça augmente, tous les ans que ça augmente de 1%, 2%, je donne un exemple. Et si c'est écrit dans le contrat, et toute cette négociation, ça se fait entre l'avocat et l'agent immobilier en collaboration. Il y a des Français qui possèdent des appartements en Israël. Beaucoup. Et je me dirais donc, j'ai une question légitime qui est à l'inverse en fait. Comment eux peuvent-ils se protéger au mieux lorsqu'ils louent leurs biens immobiliers? Ça se passe exactement pareil que lorsqu'un Israélien nous loue? Non, alors on a beaucoup de cas de clients qui ont loué leurs biens à des Israéliens ou à des Français et qu'ils ont des problèmes. Le locataire paye plus le loyer et après il veut pas sortir de l'appartement. Mais alors un Israélien arrive à le sortir, pourquoi un Français ne peut Alors pas déjà l'aider? les Français, beaucoup on voit ça, ils marchent sur la confiance. Je pense qu'un Israélien, il a une autre mentalité, il se protège plus qu'un Français. Je vois beaucoup de contrats de location qui ont été signés sans que le propriétaire a pris des garanties. On dit arvoyot en hébreu. Il n'a pas pris de chèque de caution, il n'a pas pris un shtar rov, ça s'appelle un shtar rov, c'est quelque chose qu'on peut après mettre en acte si la personne n'est pas sortie du bail. Faut prendre des garanties, beaucoup de garanties. D'où l'intérêt de l'avocat. D'où l'intérêt de l'avocat. Voilà. Après, il y a des personnes, des locataires qui vont dire moi, je ne peux pas mettre un chèque de caution de 30 000 shekels. Très bien. Ce locataire, si on voit qu'il n'est pas capable de mettre ses garanties, parce qu'il doit respecter le contrat, l'idée c'est que la personne respecte le contrat. Si elle a peur de mettre ses garanties, alors il y a une liste de garanties qu'on demande d'Arvouyot pour protéger le propriétaire. Si elle refuse, vaut mieux des fois passer à un autre locataire et pas rentrer dans une histoire qui va être compliquée. Alors au niveau des tarifs, comment ça se passe? Est-ce que tu pratiques des tarifs corrects? C'est pour tous les budgets ou alors c'est réservé à une élite chez toi? Non, c'est pas réservé à une élite. On essaie d'arriver à tous les clients et on essaie vraiment de donner un service qui est complet. Je pense que ce qui est très important, et ça je dis à tous mes clients, c'est pas demander quels sont les honoraires, c'est de demander qu'est-ce que vous recevez en contrepartie. D'accord. Parce qu'un avocat peut donner un pourcentage. En règle générale, quand c'est une acquisition, c'est un pourcentage, sans savoir qu'est-ce qu'ils ont en contrepartie. Est-ce qu'ils ont que la négociation? Est-ce que ça implique aussi la procuration? Est-ce que c'est jusqu'à quel moment? Ce qui est très important pour moi à dire aux clients, c'est quel est le tarif qui est pour tout le monde, je pense que c'est des tarifs qui sont raisonnables, et qu'est-ce qu'ils ont en contrepartie. Parce que c'est pour ça qu'on envoie aussi un devis qui est détaillé, qu'on explique exactement qu'est-ce que ça contient notre tarif. D'accord, parce que tu sais que moi je défends toujours les plus faibles et les plus modestes, donc je voulais savoir si ils peuvent quand même venir taper à ta porte. Bien sûr, bien sûr. Alors tu t'occuperas toujours des personnes qui viendront te voir. Je m'occupe des personnes, bien sûr que c'est... Voilà, même s'ils n'ont pas un budget, s'ils ne sont pas milliardaires, ils peuvent te téléphoner. Bien sûr. Et des fois, il y a beaucoup aussi de conseils qu'on donne sur le site qui sont gratuites, que les personnes peuvent regarder. On a aussi une application qui est gratuite pour chaque personne qui peut aller sur le site. Ça s'appelle Home Calculateur. D'ailleurs, nous allons l'afficher juste en dessous l'écran. Voilà, ça s'appelle Home Calculateur. Les gens peuvent rentrer sur le site. C'est pas payant.
c'est pas une application qui est payante. Ils peuvent mettre le montant du bien et recevoir tous les frais annexes à une acquisition. C'est gratuit, c'est pour les clients, même si c'est pas nos clients. Des personnes qui font par même d'autres cabinets d'avocats peuvent rentrer sur ce site et vérifier. Et même les conseils sont... On essaye de donner des articles, des conseils à des Olé Khadash, à des francophones. À propos d'Olé Khadash, pas plus tard qu'hier soir, avant de dormir, je reçois un message de Philippe qui vient d'arriver et qui me demande si c'est important de signer un contrat de travail et qu'est-ce qu'il faut vérifier avant de signer ce contrat. D'accord. Alors déjà, c'est très important de le signer parce qu'on voit beaucoup de personnes qui ne signent pas de contrat de travail et après ils ont des problèmes avec le propriétaire, leur employeur. Voilà, excusez-moi. Ils ont des problèmes parce que c'est pas clair combien ils doivent leur payer. Est-ce qu'ils doivent payer des pourcentages? Est-ce que ça doit être à l'heure de travail? Le brut et le net. Le brut, le net. Il faut que les choses soient claires. Quand les choses sont claires sur un contrat, ça peut éviter beaucoup de problèmes. On voit aussi beaucoup de call centers qui font pas signer des employés. Ben oui, et puis ils ferment en plus. Après, on ne sait plus comment faire. Il y a des gens qui courent après leur paye. Voilà. C'est catastrophique. Qu'est-ce qu'on peut faire, Gali, contre ces personnes qui ferment, qui mettent la clé sous la porte? Malheureusement, la clé sur la porte, on n'a pas beaucoup à faire. Il faut déjà vérifier quand on va travailler chez quelqu'un que c'est une personne qui est fiable, qui va payer tous les mois. Mais le problème, c'est qu'il te donne un contrat au début. Tu signes quand même quelque chose et un jour, tu arrives un matin, la porte est fermée. Déjà, on peut aller en justice avec ce contrat. S'il y a un contrat, des fois, il n'y a pas de contrat. Tu t'occupes donc de tout ça? On s'occupe aussi des contrats de... Toi et ton équipe? Mon équipe, voilà. L'équipe, on est deux assistants. Il y a 2 assistantes, Myriam et Sophie. On est 3 avocats. Il y a 2 stagiaires. Donc, c'est une équipe qui est... Une équipe jeune et de choc. Alors, toujours à propos de droit immobilier, j'aurais voulu savoir, en fait, si on peut signer une promesse de vente en Israël. Alors, d'habitude, déjà, comment ça s'appelle une promesse de vente? Ça s'appelle un zichron dvarim. D'accord? Le zichron dvarim, le problème juridiquement, qui est différent que la France. En France, on peut signer une promesse de vente. Après se désister, il n'y a pas de pénalité. On peut dire, voilà, j'ai pas reçu mon crédit, j'ai pas eu d'autorisation. Ok, c'est pas grave, on annule. En Israël, la promesse de vente implique la personne, ça veut dire qu'il s'engage, il est engagé, et il est obligé de signer le contrat d'acquisition, sinon il a des pénalités. Ah. Ok, donc je ne suis pas contre, mais quand on signe une promesse de vente, il faut être sûr de vouloir acheter. Alors à propos justement d'achat immobilier, comment organiser un achat immobilier en Israël? C'est une bonne question parce qu'il y en a qui ont beaucoup d'entre oui. Voilà, les Olim Khadashim ont acheté déjà, ont acquis des biens immobiliers, d'autres vont en acquérir. On entend beaucoup de choses. Moi j'aimerais savoir, peux-tu nous dire quelles sont les étapes en fait, comment organiser cet achat? Organiser l'achat. Déjà, je pense vraiment, sincèrement, qu'on peut faire des très bonnes acquisitions en Israël. Si on est bien organisé, si on fait les choses en ordre, on peut très bien réussir. Il ne faut pas avoir peur parce qu'on entend beaucoup de clients, j'appelle ça les rumeurs de plage, qui vont à la plage et un ami leur dit fais attention. On peut faire les choses bien, mais il ne faut pas y aller sans vérifier. Il faut faire les choses d'une façon méthodique. Ça veut dire déjà aller chez un avocat du moment où il y a le prix définitif et tous les termes commerciaux qu'on a fermés entre l'agent immobilier. L'agent immobilier il ferme entre l'acheteur et le vendeur, tous les termes commerciaux. Après, on vient chez l'avocat et lui, il doit faire des vérifications juridiques avant de signer quoi que ce soit. Notre travail en tant qu'avocat, c'est plus avant la signature du contrat, c'est un travail en amont. Okay, parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, du moment où on a signé le contrat d'acquisition, zéro. C'est foutu. C'est foutu, ok? Donc, il faut qu'on fasse notre travail en amont, il faut qu'on fasse des vérifications juridiques, il faut qu'on vérifie aussi par rapport au crédit. Si la personne, elle prend un crédit, comment on fait les envoyer à la banque qui font leur démarche auprès d'un banque ou un courtier en banque? Parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas de clause je ne sais pas si je l'ai dit, il n'y a pas de clause suspensive par rapport au crédit. Donc, c'est un travail, on fait un travail assez important
avant de signer le contrat. Si la personne repart en France, il faut qu'on lui fasse signer une procuration parce qu'il ne va pas revenir pour signer le contrat. Il y a une vraie préparation de faire avant. Une organisation. Il y a un CEDER. Il y a un CEDER. Nous, on a vraiment une façon de faire les choses pour les aider et pour vraiment les rassurer, les encadrer. Parce Donc, que tu t'occupes de tout ça parce qu'il y a aussi des personnes âgées qui s'y connaissent pas, il faut le dire, et qui se disent on n'a pas confiance, on ne sait pas où on va. On ne sait pas. Alors on les aide même des fois, envoyer des fax à la banque, être en contact avec leur banque, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de personnes qu'ils ont vraiment un problème avec la banque, ils n'arrivent pas à communiquer avec la banque. Ben oui, même moi, hein, et tous les protagonistes ici ne sont pas reliés, on dirait qu'il y a un manque de communication. Donc toi tu fais la liaison avec les banques, on leur envoie un fax, qu'est-ce qu'ils doivent faire, quel est le virement qu'ils doivent effectuer, on leur fait des rappels, on essaye vraiment de les assister à 100% je pense. Et ça les aide et ça leur donne une confiance. D'accord, et comment calculer justement tous les frais annexes à l'acquisition? Alors ça c'est très important et je dis ça en rouge. Il faut faire attention parce que beaucoup de clients ne connaissent pas quels sont les frais annexes. Donc ils voient un appartement qui leur plaît, que c'est dans leur budget et après ils arrivent chez l'avocat ou même ils arrivent même plus tard. Plus que l'avocat, ça veut dire qu'ils ont déjà signé une promesse. Franchi des étapes. Voilà, ils ont franchi des étapes. Et il y a des surprises. Et après, il y a des surprises. Donc, pour éviter ces surprises, on a créé cette application de Home Calculator qui peut vraiment exposer aux clients quels sont les frais annexes à une acquisition. Faut savoir que c'est des taxes d'acquisition, frais d'avocat, agent immobilier s'il y a un agent immobilier, avocat du promoteur si c'est une acquisition d'un promoteur. Tout ça, c'est à vérifier avant de signer le contrat. Je voudrais que tu nous cites un petit peu les avantages qui sont accordés aux Olim Khadashim par rapport aux taxes. Par rapport aux taxes. Alors, il faut savoir que quand on devient israélien, jusqu'à 1,5 million, il n'y a pas de 1,5 million de shekels. Quand on achète un bien, il n'y a pas de taxe d'acquisition. C'est bien. C'est bien. Oui, c'est vrai que c'est rare de trouver un appartement qui coûte 1,5 million, mais déjà on peut trouver un budget peut-être un peu plus, même à Natania, même à 1,7 million. Donc on est taxé de 1,5 million à 1,7 million de 3,5%. Ok, c'est par palier. Donc il y a un avantage quand on est israélien, les taxes sont beaucoup moindres qu'un étranger. Mais il y a toujours la possibilité de signer un contrat d'acquisition et après faire l'ALIA en 24 mois et de se faire rembourser les taxes. On continue dans les avantages. Quels sont justement ces avantages et ces inconvénients lorsqu'on acquiert un bien de seconde main, d'une deuxième main d'ailleurs, et d'une acquisition auprès d'un promoteur? Alors en fait, c'est quoi les avantages et les inconvénients? D'accord. Alors on dit en hébreu, il faut être tachles. Alors je vais être tachles. Je vais dire les choses comme elles sont. Cash. Cash. Oui. Ça c'est les Israéliens. Quand on achète un promoteur, il faut savoir que les finitions en Israël, c'est pas les finitions françaises. Ça je dis à tous mes clients et je préfère dire les choses comme elles sont, même si ça plaît pas. Ça plaît pas. Mais les finitions, c'est pas, ils savent pas travailler comme en France, qu'on voit que c'est parfait. Et on ne sait pas exactement ce qu'on va recevoir à la fin. Ça veut dire qu'on achète sur un plan, on voit pas l'appartement dans nos propres yeux. J'ai des amis qui ont des super apparts avec des terrasses de 120 mètres carrés. Et à l'intérieur, on voit il y a des finitions. Ou à l'extérieur. Des finitions qui sont... C'est problématique. C'est problématique. Après, de se faire... C'est vrai qu'on peut aller envers le promoteur et demander d'arranger ça et ça, mais il faut savoir que c'est pas simple en Israël de traiter envers un promoteur. Donc, faut le savoir. Mais il faut savoir qu'un deuxième main, disons, c'est une acquisition qui est plus sûre parce qu'on sait ce qu'on a. C'est plus facile. Et c'est plus facile. Et on sait quand on va voir l'appartement. Il n'y a pas de délai qui peut être repoussé. Mais c'est vrai que ce n'est pas les mêmes prix, en règle générale. Donc ça dépend vraiment du client. Après, c'est cas par cas. Il faut qu'on vérifie avec chaque client. Disons, des personnes âgées, c'est
qui veulent pas attendre 2 ans, 3 ans et qui veulent tout de suite habiter dans un appartement et ils veulent arriver en Israël, je vais pas les conseiller d'un appartement d'un promoteur parce que s'ils sont pressés par rapport au temps, je peux pas me garantir 100% que ça va être prêt à temps. Parlons encore vérification et je voudrais savoir en fait quelles sont les vérifications juridiques que l'avocat doit effectuer avant une signature. D'accord. Un avocat doit faire beaucoup de vérifications juridiques auprès de la mairie, du cadastre. S'il y a une hypothèque sur le bien du vendeur, le vendeur a contracté peut-être un crédit, quel est le montant de ce crédit il y a une hypothèque sur l'appartement. Il y a beaucoup de vérifications à faire, que ce soit juridique. Il y a aussi une façon de faire, c'est d'envoyer un expert. Si on veut faire des vérifications encore plus poussées, un expert qui vient, qui vérifie le mètre carré, qui vérifie l'appartement. Et ça, on propose aux clients. Il y a beaucoup de personnes qui le font. Il y en a qui préfèrent rester sur nos vérifications juridiques que c'est inclus dans notre devis. Mais dans notre forfait. Et après, ça dépend vraiment de la personne. Mais il y a un travail qui est fait en amont, des vérifications juridiques qui sont très importantes. Alors, il y a des biens qui ne sont pas enregistrés au tableau, c'est-à-dire au cadastre, pour dire en français. Est-ce que tu conseilles ou pas d'acquérir ce type de bien? Alors déjà, c'est un problème, faut le dire, que quand on voit, nous les avocats, on n'aime pas du tout des biens qui ne sont pas enregistrés au tableau, au cadastre. Et après, ça dépend de la personne. Est-ce qu'elle veut, après, si elle veut l'hériter, ça veut dire le mettre sur un testament, donner ça à ses enfants dans le futur. Si elle veut le vendre après, ça peut être très problématique. C'est vrai que ces biens sont beaucoup moins chers parce qu'ils ne sont pas inscrits au tableau. Mais il y a un risque qu'on ne pourra pas le vendre après parce que personne ne voudra acheter un bien qui n'est pas inscrit au tableau. C'est un risque. C'est un risque. Après, il y a des personnes qui vont me dire, voilà, moi je veux acheter un bien que pour l'habiter. Je sais que je ne vais pas pouvoir le vendre. Je sais que pour l'héritage, ça va être un peu un problème parce que c'est inscrit nulle part. C'est un bien qui est inscrit nulle part. Mais voilà, je paye, c'est comme si que je prends une location et je la coupe en petits morceaux et j'achète cet appartement. Je sais quels sont les risques et je les prends quand même. D'accord. Et par rapport justement aux successions et à ce qu'on connaît nous en France, quelles sont les lois en fait qui sont relatives à la succession en Israël? Déjà, il n'y a pas de droit de succession. Ça veut dire qu'il n'y a pas de taxe sur la succession. Okay. On peut hériter un appartement, on peut hériter de l'argent sans que la personne paye des taxes. Donc c'est un avantage. Il n'y a pas de taxe à la succession. Okay. Ce qui est très important, et ça on conseille à tous nos clients, c'est de préparer un testament. Parce que la procédure juridique, quand il n'y a pas de testament, elle est très compliquée et très longue. Et elle coûte plus d'argent. Donc elle est plus coûteuse. Je voudrais qu'on parle de cette tournée qui approche en France. Oui. Parce que tu m'as dit que tu y allais pour le plaisir, mais également pour conseiller les futurs Olim Hadashim qui vont bientôt arriver ou qui comptent acheter. Oui. Voilà, donc il va y avoir une très belle tournée à Paris. Oui. Et je voudrais savoir où est-ce que ça se passe. Ça va d'ailleurs s'afficher. Oui, ça va s'afficher alors. Donc comment tu abordes cette tournée? Alors d'abord on va au e-Cube, c'est un salon immobilier, le 22. Donc ça sera à Cap 15. Et on est en train d'organiser des conférences pour des personnes comme ça qui veulent avoir, comme cette interview, des petits conseils, comment faire. Et on est en train d'organiser dans des synagogues. On a encore, c'est en train de se mettre en place. On va mettre ça sur notre site du moment où ça va être, les dates vont être fermées et ça va être organisé. Et j'essaye vraiment une fois par mois à peu près d'arriver en France pour des rendez-vous personnels avec des clients. Quand j'arrive le 19 novembre, le 20 novembre déjà, on a des rendez-vous personnels parce qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir un rendez-vous personnel à Paris. Des fois, ça nous arrive aussi de dire de ne pas faire d'acquis. C'est rare, mais ça arrive aussi de voir un bien
qui est pas conseillé à acheter et leur dire voilà, faut pas rentrer dans cette aventure. Mais je pense qu'un avocat doit être transparent avec son client et lui exposer les inconvénients. Et après, c'est à lui de faire ses décisions. Mais faut être très transparent avec les clients. Je pense que c'est notre travail et qu'on doit le faire bien. La confiance est difficile à acquérir, et surtout quand on vient en Israël, puisque tu disais tout à l'heure, Oui, on est en Israël à la fois, mais on se méfie parce qu'on est quand même, c'est un peu à l'étranger aussi. Donc oui, la confiance entre un avocat et un client, c'est primordial. Essentiel. Primordial. C'est la base de la base. Si un client n'a pas confiance à son avocat, je pense qu'il peut passer à un autre avocat. Je pense qu'il doit chercher un autre avocat. Le bureau à Netanya se trouve à Kikar Atmo 12, au 5e étage. Et à Tel Aviv, à boulevard Rothschild 15, vraiment dans le centre de Tel Aviv. Mais on fait aussi des acquisitions, je ne cache pas qu'on fait aussi des acquisitions à Eilat. On a beaucoup de clients qui achètent à Eilat. Donc les acquisitions, il n'y a pas de problème de les faire un peu partout dans Israël. En plus, Israël, c'est un petit pays. On peut traverser Israël en quelques heures, il n'y a pas de problème. Pour Eilat, Pour Eilat, pour Ashkelon, pour Rishon LeZion, même si c'est des villes un peu moins connues pour les Français, et c'est dommage. Le 12 ici, c'est le 12 Kikar Atzmaout, c'est au 12 Aleph, c'est ça? Non, 12 sans le Aleph. Sans le Aleph, parce que je voulais vous dire qu'en venant ici, je suis resté bloqué 20 minutes dans un ascenseur. Alors ne vous trompez pas, c'est le 12 à côté de la poste sur le Kikar. Sur le Kikar. Galit, je tenais à te remercier Merci de m'avoir beaucoup. reçu dans tes bureaux. Nous plaisir. t'attendons à Paris. Un grand bonjour à la communauté juive de France que je salue et qui est toujours dans mon cœur. Je compte sur toi pour bien t'occuper d'eux. Ça sera fait. Voilà, beaucoup de patience, un très beau sourire comme le tien. Merci. Et je pense qu'avec des conseils avisés, tout le monde arrivera à trouver son compte et à acquérir un bien dans la sérénité et la tranquillité. Galit, merci beaucoup encore une fois. À très très vite. Merci de nous avoir suivis. À très très vite pour une nouvelle chronique juridique, peut-être la prochaine fois en compagnie de Galit qui reviendra de Paris et qui nous dira un petit peu ce qui s'est passé et qui elle a rencontré. À très très bientôt, à très vite sur sarfatid.com, à très vite sur La Légende.